La crise que nous vivons, c'est une crise totale. Elle réorganise complètement la vie sociale. On le voit à travers, bien sûr, l'embolie des systèmes de santé, mais aussi à travers le fait que les gens sont aux quatre coins du monde confinés chez eux. Il y a des centaines de millions, même maintenant des milliards de personnes qui sont claquemurées dans leur domicile, ce qui est quand même paradoxal dans une société où on célèbre au contraire le nomadisme, la circulation. Alors ensuite, il est difficile de tirer des enseignements définitifs dans la mesure où nous sommes dans l'œil du cyclone. C'est difficile de pontifier en quelque sorte, alors que la priorité aujourd'hui doit être donnée à l'urgence sanitaire. Il faut que nos soignants soient en capacité de faire face à l'afflux de malades. Et la priorité, c'est donc d'écraser cette courbe, cette fameuse courbe épidémique pour éviter la surcharge des capacités hospitalières. Ensuite, ce choix que nous avons fait de maîtriser l'épidémie va avoir un impact sur l'économie, bien sûr. Et cet impact sera d'autant plus fort que notre économie est extrêmement interdépendante aujourd'hui. Donc, cette crise, elle est révélatrice d'un certain nombre de nos vulnérabilités. Et ce qui est intéressant, je crois que la principale leçon, en quelque sorte, qu'on peut tirer à ce stade, c'est que nous avons, ces dernières années, connu une phase de mondialisation à tout point de vue, hein, économique, informationnel, technologique, sans précédent. Mais cette mondialisation, qui est de l'interdépendance, en réalité, ne s'est pas accompagnée d'un effort de solidarité équivalent. Et donc, cette mondialisation nous rend très vulnérables, elle nous rend très fragiles. L'enseignement principal à en tirer, c'est que l'interdépendance sans la solidarité, ça nous expose, ça nous fragilise, et que donc il est urgent de construire des solidarités, on va dire, du même niveau que les interdépendances que nous nous sommes créées. Ou alors, si nous ne sommes pas capables de construire des solidarités de cette envergure, c'est-à-dire d'une envergure planétaire, il faut diminuer le niveau d'interdépendance, il faut être capable de décélérer, de ralentir, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Je pense que nous prenons conscience dans un certain nombre de domaines stratégiques de notre niveau de dépendance. On le voit bien sûr sur le plan médical. Aujourd'hui, nous avons des pénuries en Europe sur le plan du matériel médical, que ce soit les masques, les respirateurs, les réactifs pour les tests. Et ça révèle plus globalement, encore une fois, l'éclatement, la désintégration des chaînes de valeur. 80% des principes actifs des médicaments que nous achetons en Europe, par exemple, sont fabriqués en Inde ou en Chine. Mais ces dépendances stratégiques, elles ne se limitent pas au domaine médical. On les constate aussi dans le domaine alimentaire, par exemple. Est-ce que vous savez que la France importe, par exemple, 50% des protéines végétales qui sont très utiles, notamment pour les élevages, et elle les importe en provenance des États-Unis et du Brésil, principalement. On a le même phénomène dans le domaine financier. Les banques européennes sont très dépendantes vis-à-vis du dollar. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise financière il y a 10 ans. Si le système bancaire européen s'est retrouvé aussi vite en difficulté, c'est parce qu'il n'arrivait plus à se refinancer en dollars. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de dépendances stratégiques sur lesquelles il va falloir travailler. Et ça ne pourra se faire que si nous sommes capables d'imaginer ce que j'appelle moi des décélérations sélectives, c'est-à-dire de cartographier, disons, les différents domaines stratégiques sur lesquels nous ne pouvons pas transiger en quelque sorte, et les relocaliser, les décélérer ou remettre un contrôle de la puissance publique sur ces secteurs-là. Dans le domaine du médicament, évidemment, ça veut dire qu'il faut être capable de produire à nouveau en Europe une partie de ces principes actifs. Dans le domaine des protéines végétales, c'est la même chose. Quant à la dépendance au dollar, eh ben, ça veut dire que nos établissements financiers, nos établissements bancaires doivent affirmer davantage le rôle de l'euro
le rôle géopolitique de l'euro. Donc, vous voyez, c'est un enjeu de puissance publique, à la fois pour la France, mais aussi pour l'Europe, d'arriver à construire une mondialisation décélérée, une mondialisation maîtrisée, et d'être capable, pour ce qui est en quelque sorte vital, d'envisager un rapprochement, une relocalisation et même des circuits courts. Alors, c'est vrai que cette notion de normalité, elle est un peu à prendre avec des pincettes, parce que je lis ici et là des contributions qui disent finalement ce que cette crise monde nous rappelle, c'est à quel point les années, les 30 ou 40 années qui viennent de s'écouler ne sont pas la normalité, en quelque sorte. Et cette crise vient nous rappeler à quel point nous sommes vulnérables. C'est vrai que si on regarde factuellement l'histoire sur le temps long, on voit que l'humanité a été régulièrement décimée ou en tout cas fragilisée par des pandémies beaucoup plus meurtrières d'ailleurs que celles que nous vivons actuellement. La grande peste du XIVe siècle avait par exemple décimé la moitié de la population européenne, et l'Empire romain est tombé en déliquescence davantage à cause des épidémies que des barbares qui s'agitaient aux portes. Donc effectivement, ça nous rappelle à la très grande fragilité de l'humanité, en quelque sorte, qu'il faut arriver à reconstruire. C'est une normalité basée sur une conscience plus aiguë de nos vulnérabilités. Et ce que je crois, moi, profondément, c'est que face au changement climatique, face à la crise sanitaire, face à ces différentes vulnérabilités qui nous blessent aujourd'hui, ce que nous devons, c'est développer une politique du soin. Une politique du soin. On le voit aujourd'hui formidablement avec le travail que font les soignants, les chercheurs, le corps médical pour essayer d'éradiquer ce méchant virus. Mais plus globalement, ça nous invite à réfléchir sur ce que c'est au fond que cette aventure humaine. Et moi, je crois vraiment beaucoup à cette politique du soin. D'abord, redonner de la dignité à ces métiers du lien et du liant, dont on se rend compte quand la machinerie sociale se grippe, qu'ils sont absolument indispensables à notre fonctionnement collectif. Et là encore, je pense aux aides-soignantes, aux infirmières, aux médecins, mais on pourrait aussi parler des caissières, des livreurs, des enseignants, bref, tous ceux que j'appelle moi dans mon livre des métiers sédentaires, c'est-à-dire des métiers qui sont destinés à une population locale et qui sont en quelque sorte liés au lien social, qu'on avait un peu passé sous silence en quelque sorte dans ce grand emballement du monde, mais aussi retrouver globalement une posture de souci et de solidarité, et les très belles attitudes qu'on voit dans cette épreuve, j'espère qu'elles se prolongeront activement après l'expérience du confinement, et qu'elles remettront en quelque sorte la terre à l'endroit. Nous marchions sur les mains depuis une quarantaine d'années, et cette épreuve peut être l'occasion de remettre les choses à l'endroit. Moi, à mon échelle, ce que je sais faire de mieux, c'est d'abord d'écrire des livres et puis de réfléchir. Donc, je vais mettre ma réflexion, comme je l'ai toujours fait, en un sens à la disposition de la collectivité. Et de réflexion, il va y en avoir besoin. Il va y avoir besoin de chercheurs, il va y avoir besoin de récits aussi et d'imaginaire. Parce que si nous ne voulons pas que des récits morbides et négatifs prospèrent sur cette crise, parce que les crises, malheureusement, peuvent aussi être le terreau de conception du monde morbide, eh bien, il y a un véritable enjeu de combat culturel, en quelque sorte, c'est-à-dire d'essayer d'écrire un récit de l'après-crise qui fasse droit à ces valeurs dont je parlais tout à l'heure, de vulnérabilité, d'écologie, de solidarité, de communauté au sens vraiment noble du terme, pour éviter que ce soit les options les plus autarciques, les plus fermées, les plus excluantes qui ne prospèrent. Donc moi, je vais continuer mon travail de recherche, d'écriture. Et puis par ailleurs, moi, je suis aussi
dans une autre vie un serviteur de l'État et de l'intérêt général. Et je suis content de voir que dans cette période un peu troublée, on se rende compte que la puissance publique, que l'intérêt général, ce ne sont pas des vains mots. Ces notions qui avaient été un peu ridiculisées ou discréditées ces 40 dernières années, il me semble qu'elles font un retour salutaire sur le devant de la scène. Simplement, je pense qu'il va aussi falloir les réinventer parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas se concevoir sans la société et qu'entre le bien public et la propriété privée, il y a quelque chose qui s'appelle les communs et que ce sont des notions auxquelles il va falloir donner aussi une acuité pleine et entière. Je parlais tout à l'heure d'énergie, je parlais tout à l'heure de ressources naturelles. Ce sont des communs, en quelque sorte. Et ces communs, ce ne sont ni les biens d'un particulier, ni les biens de l'État à proprement parler. Ce sont les biens de tous. Ce sont les biens de la collectivité. Et cette notion de commun va connaître, à mon avis, un essor important et il va falloir y travailler.